Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce webinaire organisé par CCMO Mutuel en partenariat avec MOA. Vous connaissez le thème retenu aujourd'hui, c'est après le cancer, les bons réflexes pour prendre soin de sa santé, comment reprendre confiance en soi et en son corps. On parle des cancers féminins et nous avons deux invités avec nous, deux expertes qui vont nous partager leur expérience, leurs connaissances dans quelques instants. Nous avons avec nous Célia Charpentier. Bonjour Célia. Bonjour. Et Sophie Hoffman. Bonjour Sophie. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Alors Sophie, vous êtes déjà en tant qu'intervenante experte, j'ai envie de dire malheureusement, de votre propre parcours. Vous allez nous partager votre expérience en quelques mots. Bien sûr, on ne pourra pas tout dire ce soir, ça va très vite, surtout quand on évoque un sujet aussi riche et aussi complexe. Mais vous allez nous parler déjà de votre propre cas, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, pour dire quelques mots, moi, je suis journaliste et autrice du podcast My Book Story, le journal optimiste de mon cancer du sein, qui en fait relate mon expérience de cancer du sein que j'ai eu à 34 ans. Donc, un cancer du sein d'origine génétique, puisque j'ai une mutation sur le gène BRCA1 qui a été connue par Angelina Jolie, notamment il y a plus de 10 ans. Et donc, j'ai été suivie de très près dans ce cadre-là. Et c'est vraiment ces examens annuels qui ont permis de détecter ce cancer du sein débutant, mais avec un potentiel très virulent au tout début de son développement. Donc, ça n'a pas évité les traitements lourds avec mastectomie, chimiothérapie et radiothérapie sur un petit peu moins d'un an. Mais en tout cas, c'est ce qui a permis d'agir tout de suite sur le cœur du problème. Et donc, la petite particularité, c'est que j'ai voulu documenter ce parcours pour qu'on ait un exemple un exemple de parcours parmi d'autres, parce que chaque femme qui traverse cette maladie a un parcours différent, mais il y a quand même des choses qui se recoupent, et de casser aussi quelques clichés, parce que on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière la chimiothérapie, à part des mots qui font très peur. Mais voilà, j'ai voulu dire qu'on pouvait aussi maintenir des projets, voilà, et que finalement, le fait d'être malade était un statut plus qu'une définition de ce qu'on était. Donc, en quelque sorte, si je raccourcis un peu vite, sans doute, parce que vous allez développer tout ça, il y a quand même un message d'optimisme de votre part. Ouais, c'est ça, le sous-titre en fait du podcast, et ça, je sais que ça peut choquer, entre guillemets, parfois certains et certaines, c'est le journal optimiste de mon cancer du sein. Donc, optimisme et cancer, c'est sûr que ça peut paraître bizarre, mais ça veut pas dire positif, parce qu'il n'y a rien de positif dans le fait d'être malade. J'aurais vraiment préféré que ça m'arrive pas, clairement. Mais c'est plutôt le côté, bah, comment faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir un suivi et un encadrement de très bonne qualité. Donc, on peut dire que ça s'est peut-être passé le mieux possible. Et mon message, c'était de dire, ça peut aussi bien se passer, qui est une phrase, en fait, que quand l'infirmière pour ma première chimiothérapie m'a expliqué tous les effets secondaires qu'il pouvait y avoir, je l'ai regardée à un moment donné et je lui ai dit, mais ça peut bien se passer aussi. Et ça l'a un peu surprise et elle m'a dit, oui, oui, ça peut bien se passer aussi. Et voilà, donc j'ai préféré garder ce côté-là et me dire, oui, il peut y avoir mille et une choses, mais aussi, ça peut plutôt bien se passer. Ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours, et ça ne veut pas dire que c'est facile et que c'est rien, loin de là. Sophie, on va enchaîner sur tout ça, bien sûr. Je voudrais évidemment tout de suite donner la parole à Célia Charpentier pour vous présenter également. Alors, Célia, vous êtes psychopatricienne et vous allez nous apporter votre éclairage clinique et thérapeutique. Vous poserez même les enjeux et vous approcherez les thèmes de manière 360, c'est comme ça qu'on dit maintenant,
une vision globale, j'aime autant dire, une vision globale pour qu'on se comprenne bien. Célia, déjà, parlez-nous de ce que vous faites plus concrètement. Et puis peut-être déjà un petit mot par rapport à ce que vient de dire Sophie. Hein. Ça va être intéressant aussi, les interactions entre vous deux avant de rentrer plus clairement dans le vif du sujet. Eh bien, oui, alors moi je suis psychopraticienne, je fais de l'analyse psycho-organique, je suis également coach et j'ai également vécu une expérience du cancer il y a longtemps et je me suis intéressée à l'après-cancer, justement. Donc j'ai mené 3 grandes enquêtes auprès de femmes qui étaient en cours de traitement pour un cancer du sein. Et puis j'ai mené une enquête donc, sur le choc psychologique. J'ai mené une enquête sur cancer du sein et travail. Et puis également le cancer du sein et sexualité. Oui, parce qu'on parle des cancers féminins, on parle du cancer du sein, mais on parle des cancers féminins plus globalement. Oui, il y a tout un tas de sujets, hein, si j'ose appeler ça comme ça, qu'on a peut-être parfois un peu du mal à évoquer. Hein, on va en parler tout à l'heure. Vous allez être aussi là aujourd'hui pour nous parler de tout ce qui touche les cancers, c'est-à-dire il y a la maladie, mais il y a l'après, il y a l'avant, et puis il y a le pendant, bien sûr. Donc il y a quand même beaucoup de choses à développer. On a des chiffres, hein, pour parler de tout ça. Il y a un chiffre choc, hein, moi, qui m'a fait, quand on a préparé cette émission, qui m'a fait un peu, ouais, qui m'a étonné en tout cas, c'est que moins d'une femme sur deux se fait dépister, alors que le parcours est pris en charge à partir de 50 ans, et qu'il y a quand même une forte médiatisation pour pousser les femmes au dépistage. Alors, comment vous réagissez, Célia, face à ce chiffre? On n'en fait pas encore assez? On n'en fait pas assez parce qu'il y a une espèce de légende urbaine sur le fait que les mammographies étaient très douloureuses. Bon, déjà, les machines ont quand même changé. Et puis, quand bien même ça peut être un petit peu douloureux pour les femmes qui sont sensibles, ce sont que quelques minutes et ça peut vraiment sauver des vies. Donc, plus le dépistage est fait de manière précoce et régulier, plus les chances de survie sont importantes. Donc voilà, on en parlait lors de la préparation, mais je sais qu'il y a la sécurité sociale appelle carrément, parfois elle prend des rendez-vous avec les personnes. Donc si celles qui nous regardent n'ont pas fait leur mammographie, je pense que là c'est l'occasion en tout cas. C'est un peu ce que vous disiez, Sophie, hein, c'est que plus on arrive tôt dans le diagnostic, meilleures sont les chances de guérison. Ah, ça paraît bête de dire ça, mais je crois que c'est important de le répéter encore et encore. Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'on le répétera jamais assez. Il y aura pas, on n'est pas très très fort en prévention en France. Moins d'une femme sur deux qui fait son dépistage organisé du cancer du sein, parce qu'il y a effectivement la peur d'avoir mal. Il y a la peur évidemment des résultats, mais il y a un côté où c'est un peu la seule action sur laquelle on a du pouvoir. On peut pas empêcher que les choses arrivent. On peut faire en sorte de réduire les facteurs de risque au minimum. J'espère qu'on aura le temps d'en dire quelques mots, mais en tout cas, réduire sa consommation d'alcool, de tabac, d'alimentation ultra transformée, ça, on a le pouvoir d'agir dessus. Malheureusement, Oui, l'arrivée d'un cancer, c'est multifactoriel. on le répète, on le répète, on le répète, mais c'est pas une légende. Hein. Moins de tabac, moins d'alcool. Enfin, c'est vraiment très clair à ce niveau-là. Oui, oui, la consommation d'alcool, c'est plus 20% de risque d'avoir un cancer du sein. Et en fait, c'est des facteurs qui s'accumulent. Donc, ça marche aussi dans l'autre sens. Si on ne boit pas d'alcool, qu'on ne fume pas, qu'on fait du sport régulièrement, et j'entends par sport être un petit peu actif et active, hein, il n'y a pas besoin de courir un marathon. Du coup, ça vient réduire les risques, mais il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas. Voilà, on est exposé à des pesticides, à la pollution. Donc ça, on ne peut pas le maîtriser. Donc, il faut absolument prendre soin de sa santé. Et ça vaut voilà, pour toutes les maladies confondues. Et la prévention, ça fonctionne en fait. C'est vrai que si on fait ces examens de dépistage, c'est notre chance, et c'est vraiment une chance que ce soit pris en charge, que ça existe. C'est vraiment une chance d'arriver au tout début si jamais il se passe quelque chose.
Alors, on va détailler un petit peu plus les choses à partir de maintenant et j'invite tous ceux qui veulent participer à ce webinaire à poser leurs questions hein, sur le chat. Hein. Vous avez le lien, vous avez l'icône sur lequel vous pouvez cliquer pour poser vos questions. On va essayer de suivre tout ça en direct et essayer d'oublier personne. Moi, j'ai envie de parler maintenant. Alors, bien sûr, il y a la maladie, il y a le traitement. Bon, tout ça, c'était important de répéter un certain nombre de choses. Mais là, aujourd'hui, on va parler de l'après, ou en tout cas l'immédiat après, la fin du traitement médical intensif, le retour à la vraie vie, parce que oui, pendant le traitement médical, on n'est pas dans la vraie vie, en tout cas pas celle qui nous plaît, c'est la vie à laquelle on aspire. Il y a presque un choc. J'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'il y a un vide? Est-ce qu'il y a un vide? Ce qui est terrible à dire, parce que finalement, vous retrouvez la vie, vous retrouvez l'espoir, mais est-ce qu'il y a un vide après la fin du traitement médical intensif? Et si je vous pose la question, c'est que je connais un petit peu la réponse, mais surtout, comment gérer ce vide et comment réagir? Alors, qui parle en premier? Sophie, vous aviez la parole, je vous la laisse tout de suite, et puis après, on revient avec Célia Charpentier. Bah, c'est vrai que le fait d'être malade, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. On est plutôt très encadré, avec des examens très réguliers. Moi, je dis qu'on a vraiment un emploi du temps de ministre hein, quand on est en soins de cancer du sein. Voilà, c'est bien d'accord avec moi. Et ça, on s'en rend vraiment pas compte. On a l'image de la personne malade, surtout du cancer. C'est vraiment terrible hein, dans les représentations au cinéma, dans les séries. Ça change un tout petit peu, mais ça met quand même du temps. De la personne qui est en fin de vie, en fait, hein, il faut dire ce qui est. Alors que je suis sûre que là, parmi vous, vous croisez des centaines et des centaines de personnes tous les jours dans les transports, dans la rue, des personnes qui sont en traitement de cancer et on ne s'en rend pas forcément compte. Donc oui, l'après-cancer, c'est une période qui est particulière parce qu'on n'y est pas préparé, le pendant cancer non plus, mais on est très encadré. Et c'est vrai que comme c'est un accompagnement qui est très médical, l'après-cancer, il n'est pas médicalisé, en fait. Donc, c'est vrai que là, c'est le moment de mettre des choses en place, et je pense que Célia aura plein de pistes à donner pour continuer à prendre soin de soi et d'être un petit peu comme une rééducation, en fait. Quand on se casse un bras, il y a une rééducation pour revenir à niveau quand on a eu des traitements de chimiothérapie qui sont lourds pour le corps. Moi, je me rappelle, à la fin, j'avais mes muscles qui... J'avais du mal à marcher au niveau de mes muscles. Mon cœur, il s'accélérait très vite quand je faisais quelque chose. Tout ça, ça revient, mais c'est très progressif. Donc, c'est pas, voilà, les traitements sont finis, on passe à autre chose, et même psychologiquement, hein, ça, c'est encore une autre étape. Célia Charpentier, il y a besoin d'un soutien forcément pour ces personnes qui, j'ai pas envie de dire qu'ils sortent du cancer, parce qu'on sait très bien que la sortie du cancer, c'est quelque chose de très complexe à évoquer. Je vais pas rentrer sur ce terrain-là, mais en tout cas, qui sortent du traitement. Il y a une deuxième manière d'accompagner. On accompagne la personne durant le traitement et on doit l'accompagner après. Oui, parce que le protocole médical, bon, un cancer du sein, qu'il soit hormonodépendant ou triple négatif, en moyenne, c'est 9 mois, c'est 9 à 12 mois. Après, si c'est hormonodépendant, il y aura peut-être 5 ans d'hormonothérapie ensuite, enfin, par voie orale. Mais donc, c'est comme un espèce de... Moi, j'ai l'image d'un train, quoi. C'est-à-dire que ça file, il y a effectivement des rendez-vous, c'est un peu ministériel, comme disait Sophie. C'est-à-dire qu'il y a un rendez-vous, un rendez-vous, un rendez-vous. Et puis arrive la dernière chimio, la dernière radiothérapie, la fin de l'opération. Et puis on dit, bah, au revoir, bon courage, ça va bien se passer. Alors déjà, on demande plus ou moins aux femmes 2, 3 mois après de retourner travailler quand elles sont salariées, ce qui est un peu absurde parce qu'elles ne sont pas forcément du tout en état. Et puis, il y a cette absence de structure. Et puis aussi, dans la majorité des cas, parce que bon, là, on parle des femmes, mais je pense que même les hommes pourront s'y reconnaître. C'est-à-dire qu'ils ont tenu. Voilà, il y a eu un espèce de quelque chose de très courageux, de très tourné vers le vivant. Et puis, d'un coup, il n'y a plus personne. Et puis, comme on n'est plus en traitement, bah, les gens ils se disent bah, tout va bien. Oui, Et c'est c'est ça. là, en général, que la dépression Oui. arrive. Oui, il faut pas croire aussi vite et aussi facilement que voilà, vous êtes sorti d'affaires. Mm. Allez, à vous de jouer, reprenez votre place dans la vie. Non, ça se fait pas comme ça.
Non, ça se fait pas comme ça et c'est vrai qu'il y a un vide, il y a un manque parce que bah, dans certains pays, par exemple, en Angleterre, il y a quelqu'un qui appelle les anciens patients une fois par semaine, mais en France, il n'y a rien, il y a simplement rendez-vous dans 3, 6 mois pour le contrôle, avec cette espèce d'épée de Damoclès en plus, puisque la personne, elle perd le côté régulier des rendez-vous qui rassure d'une certaine façon. C'est-à-dire que Donc, plus il se rapproche du rendez-vous, plus finalement cette pression, cette peur de la rechute, si, je ne sais pas si c'est le bon mot, lui revient en tête et peut l'inquiéter. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut améliorer tout ça? Parce qu'effectivement, c'est pas très clair, il y a pas de solution pour l'instant. Après, voilà, il y a eu en 2020 un forfait des soins après cancer qui a été mis en place. Mais enfin bon, c'est 180 € remboursés par la sécurité sociale, ce qui représente à peine 3 séances de psychothérapie ou alors de sexologie. Ou, voilà, enfin, donc c'est un petit forfait, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à chercher de la part des personnes qui ont traversé cette expérience. C'est aussi à elles de devenir actrices voilà, de consulter éventuellement effectivement un psychologue, de retourner voir la gynécologue pour parler de la sexualité ou en tout cas de ce qui se passe au niveau de leur cycle, parce qu'il y a on manque beaucoup d'informations et c'est vraiment dommage. Et donc il y a plein de gens qui restent aussi parce qu'ils ont honte, parce que bah voilà, je suis plus malade, mais si je fais une dépression, bah ça veut dire que je dois pas être si forte que ça, vous voyez. Donc il y a à aller voir des praticiens, des professionnels de santé. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que les gens sont très fatigués. Et ça, on ne le dit pas assez. Moi, je le répète beaucoup, mais pendant un après-cancer, c'est 2 ans de fatigue, en fait. Vous voyez, donc ça ne veut pas dire qu'on est épuisé tous les jours, mais ça reste une fatigue résiduelle. Le corps doit se remettre, notamment quand il y a eu beaucoup de chimiothérapie. Et donc, c'est parfaitement normal d'avoir un coup de mou, quoi. Ça, c'est important de le répéter, hein. Vous dites, c'est normal, il y a 2 ans de fatigue. Il faut que les femmes qui ont eu un cancer, si elles sentent encore au bout d'un an et demi après le traitement que oui, c'est encore un peu compliqué, vous êtes en train de nous dire, si je traduis bien vos paroles, faut pas s'en inquiéter plus que ça. C'est normal. Ça revient petit à petit et c'est long. C'est bien ça? C'est ça, il faut pas en avoir honte, hein. Oui, il Il faut y pas. a, il y a souvent la culpabilité, la honte, surtout voilà, si on a une famille à la maison et on est censé être guéri, en forme, alors qu'on ne l'est pas. Vous voyez, il y a une forme de contradiction permanente. Au contraire, il faut dire, bah oui, qu'est-ce que je commence à faire comme soin de support? Il y a des maisons d'après-cancer. Moi, je pense en région parisienne à l'Institut Raphaël, mais il y a aussi partout, il y a des associations qui font ce rôle-là, où on peut aller consulter, faire de l'art-thérapie, faire une consultation en psychologie. Enfin, il y a plein, plein de choses à mettre en place pour. Pour garder ou reprendre confiance quelque Oui, part. C'est un peu ça. absolument. Sophie Hoffman, vous avez gardé toujours confiance, vous avez repris confiance. Moi, j'aime bien votre phrase. Il y a une phrase type qui est de vous, hein, que j'ai envie de citer. Vous avez dit, j'avais un projet, faire un bébé, pas le projet d'avoir un cancer. Enfin, c'est quand même une phrase choc, hein. J'avais un projet Ouais. de faire un bébé, pas un projet d'avoir un cancer. Vous êtes sorti de tout ça? Oui, bah en fait, le truc, c'est que moi, j'étais en parcours de PMA avant d'avoir ce cancer parce que mon conjoint a aussi eu un cancer à 20 ans. Donc, on passait par ce parcours-là. Et vraiment, l'examen en 2020, l'examen annuel de dépistage était là pour dire, bon, bah, c'est bon, OK, on peut reprendre parce que depuis, ça faisait un an que ça avait pas fonctionné, donc on changeait de centre. Et en fait, on m'annonce que non, il y a un cancer du sein, qu'il faut qu'on s'en occupe, qu'il va y avoir des traitements lourds, que ça va prendre du temps. Et ça a été un choc, l'annonce a été un choc terrible. Et tout de suite, j'ai dit, mais mon bébé, je le fais quand? Et en fait, c'était pas du tout la priorité de la chirurgienne qui m'annonçait mon cancer du sein. On voyait bien qu'elle était désolée quand on est face à une femme qui a 34 ans, voilà. Du coup, j'en ai 40 aujourd'hui, donc l'autorisation a été donnée de pouvoir reprendre depuis quelques années. Mais la réalité, c'est que déjà que ma réserve d'ovocytes était basse, là, la chimiothérapie a complètement anéanti cette réserve. Donc, on avait fait une préservation j'avais fait une ponction en fait entre
entre la mastectomie et la chimiothérapie. C'était vraiment une période géniale. Mm. Une petite ponction d'ovocytes entre les deux et qu'on avait congelé, mais ça a pas fonctionné non plus. Donc, on s'oriente voilà, vers un don d'ovocytes à l'étranger parce que le parcours de don de gamètes en France est pas du tout avancé non plus. Donc, le projet, c'était pas du tout ça. C'était pas du tout d'avoir un cancer, en fait. C'était d'être dans un parcours qui est déjà tellement éprouvant et difficile qu'est la PMA. Euh, mais après, voilà, on fait avec. Le traitement et la prise en charge d'un cancer, c'est un marathon. Donc, c'est vrai que moi, j'avais eu l'impression d'être dans un tunnel euh, où j'étais guidée. Et c'est vrai que cet après-cancer, c'est, voilà, on est sorti du tunnel, mais il y a toutes les petites répercussions, plus ou moins grandes. Effectivement, la fatigue qu'on peut ressentir par vague, donc effectivement, ne pas en avoir honte. Et c'est pas parce que c'est courant qu'il ne faut pas en parler, parce que, il y a des solutions. Et moi, je rêverais tellement qu'il y ait un congé, un congé de vacances après l'arrêt de travail ou après le congé maladie après cancer, c'est tellement, enfin voilà, c'est tellement rude que il faut trouver le moyen vraiment, si on peut, de se remettre. Effectivement, l'accompagnement psychologique est essentiel si on a envie d'aller vers là. Je sais que tout le monde ne le sent pas, mais en fait, de trouver sa ressource, de trouver ce qui fait du bien et de multiplier ça, quoi, vraiment pour se remettre et y aller le plus progressivement possible. Parce que aussi, si on a cette idée de ça y est, les traitements sont finis, on passe à autre chose, c'est parce qu'en fait, les gens ont envie de passer à autre chose. Ils ne veulent plus voir une personne malade. Enfin, il y a aussi cette représentation-là. C'est une forme de pression sociale? Bah, je pense, ouais, parce que c'est vrai qu'on vient incarner ce qu'on ne veut absolument pas voir. C'est le cancer, on ne veut pas le voir, on ne veut pas l'entendre. Donc c'est pour ça aussi que les examens de dépistage sont difficiles, parce qu'on fait, c'est l'autruche. Ce que encore j'entends, hein, vraiment, hein. Mais par Mais contre, on peut vous voir guérir parce que ça donne confiance. Quand on vous entend aujourd'hui, Célia et Sophie, c'est vrai que ça donne confiance. On se dit, bon, bah, ok, le cancer, voilà, on il a y a tous plus, peur, c'est dramatique, mais on peut s'en sortir et avoir le sourire comme vous l'avez aujourd'hui. il y a plus de personnes en fait qui ont eu un cancer et qui s'en remettent, et ça j'insiste là-dessus, Et que c'est de important. personnes qui en meurent. Ça reste une maladie qui est très grave, qu'il faut prendre au sérieux. Euh, mais justement, c'est là, si on arrive à temps et qu'on est bien pris en charge, on a des chances de survivre et même de vivre et de vivre très très bien et d'être heureuse et heureux, comme des millions et des millions de gens qui sont là et qui nous regardent peut-être. Il y a eu Alors, plus de 3 millions de personnes en France ont eu un cancer. C'est énorme, hein. Ouais. Et puis, chaque année, le cancer du sein, c'est 62 000 femmes par an. Les cancers gynécologiques, c'est 18 000. Donc voilà, les chiffres, enfin, ça reste chaque jour, des personnes apprennent qu'elles ont un cancer et chaque jour, des personnes sortent du traitement aussi. 9 femmes sur 10 dans le cancer du sein en guérissent quand c'est pris à temps. Il faut Mhm. retenir ce chiffre. oui, ça c'est un chiffre positif qui est important de souligner. Vous avez bien raison, Sophie. Alors on vient de parler déjà assez longuement hein, de l'après-traitement médical. Il y a un sujet que vous vouliez aborder toutes les deux, c'est la manière de briser les tabous. On l'a presque évoqué là du bout des lèvres. Il y a comment oser parler de certaines choses, comment avancer. On parle le traitement sur les règles, la libido, la vie amoureuse. Voilà, il ne faut pas avoir peur des mots. Ça aussi, ça fait partie de la vie de tout un chacun. Et retrouver une vie normale, c'est aussi retrouver cette vie amoureuse importante. Euh, Célia Charpentier, là, c'est l'accompagnement thérapeutique qui fait la différence, voire psychologique. Alors, c'est thérapeutique. Enfin, pour la vie amoureuse, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du dialogue, de sortir de la solitude, d'oser en parler. Et c'est vrai que c'est un peu complexe pour
les personnes qui sortent du cancer, parce que l'oncologue, il n'est pas spécialisé là-dedans, la gynécologue, elle n'est pas spécialisée forcément dans l'après-cancer. Vous voyez, donc en fait, c'est pas facile de trouver le bon interlocuteur. Mais c'est aussi pour ça que j'avais fait cette enquête pour essayer de comprendre un peu bah, comment font les femmes. Et effectivement, bah, comme il y a des sécheresses vaginales, comme il y a aussi une perte de libido, comme il y a la fatigue, il y a tout ce tissu-là, plus un peu peut-être la dépression pour un tiers des personnes après le cancer. Donc oui, il y a des solutions. La première, c'est d'en parler. Et puis après, bah, ça va être des choses un peu médicales. On va quand même, enfin, petit à petit, la machine corps se remet en route, si je C'est peux bien, dire. vous dites faut en parler. Moi, j'insiste, faut oser en parler. Oui. C'est presque plus important encore de oser. Une fois qu'on arrive à franchir le pas, j'imagine qu'on peut parler relativement facilement. Ça ne doit pas être très simple. Mais déjà, faut oser, il faut franchir le pas. Alors, comment convaincre quelqu'un de dire, allez, je me lance, je parle de ce que j'ai envie de parler et à qui s'adresser surtout. Et c'est pour ça qu'on en parle, enfin, on en parle de plus en plus et ça sert ce genre de webinaire. C'est que là, vous voyez, j'étais en train de lire dans les commentaires, il y a une personne qui parlait justement, qui disait qu'elle s'était retrouvée à avoir honte et que personne n'avait tenu compte de son ressenti, que les gens avaient minimisé le cancer. Et effectivement, la dimension psychologique n'est pas prise en compte. Et enfin, je peux aussi comment dire, l'expliquer au sens non pas comme une justification, mais c'est normal. C'est-à-dire qu'on s'occupe d'abord du corps, on s'occupe d'abord de la chose urgente. Après, le choc psychologique et les après, les conséquences du cancer, c'est secondaire pour les médecins. Mais ça ne veut pas C'est dire qu'il pour ne faut pas s'en occuper. Non, mais ça veut dire que c'est aux patients de s'en occuper parce que les médecins n'ont pas ce réflexe-là. Les médecins, ils sont là pour sauver les gens. Et tant mieux, enfin, quelque part, on ne va pas s'en plaindre. Donc ça Voyez. veut dire que chacun son métier et que peut-être finalement on s'illusionne, mais on en demande peut-être trop au médecin. Le médecin, il soigne. Le médecin, il soigne. Le médecin, il soigne. L'oncologue n'est pas sexologue. Si on a des problèmes de reprise de la sexualité, etc., eh bien, il faut aller voir un sexologue. Enfin, vous voyez, Oui, chacun son chacun métier. ouais, chacun son métier. Et c'est pas grave. Si on fait une dépression, c'est sûr que c'est pas la gynéco qui va pouvoir dire, ah oui, vous êtes en dépression, il va falloir aller voir son médecin généraliste, voir un psychologue ou un psychopraticien, peu importe. Mais trouver les bons interlocuteurs. Et puis aussi, éventuellement, aller dans ces maisons d'après-cancer, aller dans les associations. C'est vrai qu'il y a quelque chose là aussi, hein, il y a une forme enfin pas de tabou, mais une fois, comme disait Sophie, une fois que le traitement est fini, on a envie de remettre le masque social, de tout va bien. C'est pas facile. Il y a plein de femmes qui ne veulent plus voir de femmes malades, par exemple. Elles ont vraiment cette réticence-là. On le voit notamment sur les groupes Facebook. Il y a beaucoup de groupes sur le cancer et en général, les personnes restent à peu près 9 mois, un an. Dès que le traitement est fini, elles s'en vont. Elles ne veulent plus participer parce qu'il y a cette épée de Damoclès de la récidive, parce que ça rappelle aussi trop de mauvais souvenirs. Oui, Mais volonté de tourner la page sur une période sombre, quelque part. exactement. Mais Et donc, le c'est ça témoignage, qui isole aussi. Mm. et le témoignage est important et offre peut-être quelques solutions, en tout cas quelques notes d'espoir, comme on en parle aussi avec Sophie. Sophie, vous en pensez quoi, vous, de ce tabou, finalement? Alors, encore une fois, c'est pas tout à fait l'après-cancer, mais disons l'après-traitement. Euh, Comment vous avez fait, vous, par exemple? Vous avez Bah, osé, vous êtes lancé dans une croisade ou vous avez fait un peu comme tout le monde, vous avez fait un peu attention, vous ne saviez pas trop quoi dire, quoi aborder, avec qui? moi, j'étais beaucoup, beaucoup dans l'explication parce que j'ai eu besoin d'énormément de comprendre ce qui se passait dans mon corps, notamment. J'avais besoin de comprendre comment fonctionnait la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est donc un produit fort qui vient cibler les cellules à développement rapide, puisque la cellule cancéreuse, en fait, elle fonctionne pas comme les cellules de notre corps et elle est immortelle. Donc en fait, elle va se multiplier de façon très 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 rapide et elle va détourner les ressources de notre corps pour se nourrir, pour grossir, pour envahir les vaisseaux sanguins et s'installer. En fait, c'est vraiment son fonctionnement. Donc j'ai plutôt gardé, on va dire, la tête froide par rapport à ça. Et donc, ça m'a aidé de comprendre bah, la chimiothérapie va cibler les cellules à reproduction rapide,
les cheveux et le système pileux sont des cellules à reproduction rapide. Donc, en ayant de la chimiothérapie, on perd ses cheveux et on perd ses poils. Enfin, et du coup, c'est ça, en expliquant les choses, ça m'a beaucoup aidé. Et quand j'entends que des femmes ont honte, ça me brise le cœur. Enfin, vraiment, on n'a pas choisi d'être malade, on n'a rien fait de mal quand on est malade. Enfin, je veux dire, même quelqu'un qui a un cancer du poumon et qui était fumeur, il l'a pas choisi, quoi. Enfin, je veux dire, il y a tout un système autour. Quand on a eu un cancer du sein, c'est pas de notre faute. Donc vraiment, si on peut se détacher de cette idée, moi, j'ai pas ressenti cette honte-là, On pas du parle tout. pardon, je vous coupe, mais à vous entendre, on parle presque de culpabilité. Ah bah oui, Mm. on est Et complètement. C'est qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors moi, je me suis posé la question du pourquoi. Pourquoi ça m'arrive? Et évidemment, j'ai posé la question aux médecins qui m'ont dit, on ne sait pas. Donc là, on se concentre sur le maintenant et comment on guérit. C'est vraiment, mais c'est une question qui m'a un peu hantée, qui après est partie progressivement parce que le pourquoi, précisément, même quand on a des prédispositions génétiques comme moi, j'ai déclaré un cancer du sein à 34 ans. Ma mère a déclaré un cancer des ovaires à 54 ans. Il y a 20 ans d'écart. Pourquoi? Bah, ça, on n'a pas la réponse. Donc, c'est qu'il y a d'autres facteurs et les autres facteurs ne sont pas de mon fait. C'est pas, voilà, c'est pas parce que j'étais trop stressée, c'est pas parce que j'étais en PMA, parce que, voilà, enfin, c'est autre chose qui ne m'appartient pas. Et vraiment, si on peut se détacher de cette culpabilité, c'est trop lourd en fait. Enfin, on n'a rien fait pour en arriver là, c'est pas de notre faute. Et il faut se concentrer sur la guérison. Et la si les guérison. personnes qui renvoient cette image-là, il faut se détacher de ces personnes. Enfin, il Oui, faut, ça veut dire qu'il y a des personnes, malheureusement, et sans doute elles ne le font pas volontairement, qui sont toxiques. ah oui, il y a ce qui s'appelle des avis non sollicités. Et ça, je pense que Célia en a des milliers d'exemples aussi, où en fait, on vient nous dire ah, t'as un cancer du sein. Ah, bah, c'est arrivé à 34 ans. Ah, bah, c'est arrivé à ma voisine. En 3 mois, elle était décédée. C'était horrible. Elle avait Ils deux s'engagent enfants. en- Ne... Non, en fait, il y a des informations qu'on n'a pas besoin d'avoir. C'est même pas des informations. Enfin, toujours, moi, je dis toujours, se poser la question, qu'est-ce que ça va apporter à la personne d'entendre ça. Et moi, je sais que une fois, j'ai une collègue qui m'a dit, ah oui, j'ai une amie qui, je me suis mis en recul, je vais commencer à fermer mes oreilles. Elle m'a dit qui a eu un cancer jeune et elle va très bien maintenant. Là, j'ai fait, OK, ça, c'est une information qui, voilà, peut Positive. m'apporter quelque chose. C'est Mais ça, en fait, le soutien de l'entourage et des personnes qu'on rencontre, c'est ça qu'on veut entendre. C'est des notes d'espoir, encore une oui, fois. mais je pense qu'il y a tellement de peur, il y a tellement comment dire, d'effets miroirs, quoi, que les gens, ils peuvent pas Oui, s'empêcher, en fait, de raconter des histoires horribles et ils se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir. Et moi, j'ai des phrases qui me sont tournées en boucle dans ma tête en me disant, oh là là, mais si moi, ça m'arrive, enfin voilà, que je dirais pas là, parce que ça n'a pas intérêt, mais voilà, faites attention à ce que vous dites pour le côté des personnes qui le disent et des personnes qui reçoivent. Protégez-vous et je pense qu'il faut aussi oser dire, attends, ça, j'ai pas, ne va pas plus loin si ça ne m'apporte pas quelque chose de positif. Célia, vous confirmez, hein, Sophie vous a tendu la perche, vous entendez aussi souvent des personnes qui, oui, bah, qui amènent pas quelque chose de très constructif dans l'échange. Oui, bah, ce qui est difficile, c'est que l'annonce du cancer, c'est donc un choc. Et en fait, il faut au même moment, comment dire, porter cette nouvelle avec toutes les questions que Sophie citait, parce qu'il n'y a pas une seule personne qui tombe malade, qui se demande pas pourquoi moi, qui trouve pas ça injuste, et ce qui est parfaitement légitime, parce qu'effectivement, on n'y peut rien. Il n'y a pas de responsabilité là-dedans. Euh, et c'est vrai qu'il faut porter l'entourage, alors que c'est paradoxal, c'est la personne malade qui aurait besoin d'être portée. Oui, Et donc, là aussi, je vais vous couper, mais c'est super important ce que vous dites. Il faut porter l'entourage, mais c'est d'une injustice incroyable, ça. bah, c'est pas une injustice, c'est humain parce que finalement, l'entourage se sent impuissant. Et c'est vrai il y a une vraie différence entre la personne qui est en train de suivre son protocole médical, qui est donc dans une action, qui est prise en charge, qui a eu un rendez-vous là, puis un autre, qui a des rendez-vous sans cesse, et la personne l'entourage qui ne peut rien faire.
Et donc souvent d'ailleurs, hein, les conjoints peuvent faire, et eux également avoir des chocs psychologiques et faire même des dépressions parce que en fait, ils sont passifs, tandis que le patient est actif. Oui, le Voyez? patient, il est dans son objectif et Ouais. finalement, la Mm. personne à côté, bah oui, elle suit de la manière Mm. la plus complexe possible, j'ai l'impression, parce qu'on ne comprend pas toujours ce qui se passe chez l'autre, même si la personne qui a le cancer sait finalement ce qui lui arrive. Comment l'expliquer, comment en parler, ça c'est encore une autre histoire, j'imagine. Oui, et puis surtout, enfin, je pense aussi, attention, il y a des gens qui vont s'identifier à leur cancer, un peu comme si quand on dit mon cancer, hein, comme si c'était Oui. un ami avec qui on allait coexister longtemps ou pas, et des gens qui veulent à tout prix s'en détacher, mais ça dépend complètement des personnes. Et donc, c'est pour ça que certains patients s'isolent parce qu'ils n'ont pas envie de porter les autres, ils n'ont pas envie d'avoir les regards, les phrases qui tuent, qui font pas du bien, etc. Et puis aussi parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'être identifiés comme personnes malades. Et donc, bah, ça, c'est intéressant aussi de comment on reprend son pouvoir, hein, pour les personnes qui ont traversé ça, comment on détermine avec l'entourage qu'on a besoin d'entendre, comment on dit, bah, tiens, moi, ces phrases-là, ça m'aide pas, moi, j'ai plutôt envie d'entendre ça, tiens, j'ai pas envie d'être définie comme ça. Là, oui, je viens de vivre ça, mais j'ai plus envie qu'on en parle, ou au contraire, j'ai envie qu'on en parle parce que les gens n'en parlent pas du tout. Vous voyez, il n'y a pas de bonne réponse, il y a simplement l'idée d'être acteur de ses besoins. Et ça, c'est très important. Le temps passe vite dans ce webinaire organisé par CCMO Mutuel en partenariat avec MOA. Nous sommes avec Sophie Hoffman et Célia Charpentier déjà depuis plus d'une demi-heure. On évoque les cancers féminins, les bons réflexes pour prendre soin de sa santé. On a parlé de l'entourage, on a parlé de la confiance en soi à retrouver. Euh, on va aussi parler maintenant, si vous le voulez bien, et d'ailleurs, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, hein, le chat est fait pour ça. Il y a une petite icône discuter, chat, ça dépend de la langue que votre ordinateur, sur laquelle votre ordinateur est paramétré. En tout cas, vous pouvez vous poser vos questions. On y reviendra à la fin de cette émission. Et pour l'instant, on va parler du retour à la vie professionnelle, parce que ça aussi, j'ai l'impression que c'est complexe. Hein, vous en avez dit déjà quelques mots. Le retour à, bon, il y a le retour à la vraie vie, mais la vraie vie, c'est aussi la réalité professionnelle. Sophie a parlé d'un congé qu'elle aimerait voir se développer. J'ose le dire, Sophie, le congé cancer, ça fait déjà peur de dire ça encore une fois. Et pourtant, c'est un peu ça que vous nous dites, Sophie. Le congé post-cancer. Et Le congé j'ai post. même, donc pourquoi pas, et j'ai même osé le proposer à ma DRH une augmentation quand on a eu un cancer, parce que je pense qu'on développe tellement de compétences d'adaptation, de résistance au stress, pardon, mais voilà, on développe toutes et tous ça quand on a un cancer. Voilà, les programmes changent. On nous prévoit une chimio à un moment, puis les globules sont pas au bon niveau, donc on reporte. Il se passe toujours plein de trucs, résistance à l'inconnu. Donc j'ai dit, ce serait pas mal, je pense, d'avoir une augmentation post-cancer. Bon, ça n'a pas trop réagi. Mais Par curiosité, comment a-t-elle réagi, votre DRH? bah, pas La beauté en touche? Ouais, voilà, c'est ça. C'était un peu dit comme une boutade, mais en fait, je le pense sincèrement, quoi. Enfin, c'est cette espèce de truc aussi d'idée d'être mis au placard parce qu'on a été malade, cette idée qu'on est moins performant. Enfin, c'est vraiment, c'est faux, en fait. S'il y a besoin d'adaptation, moi, j'ai repris au début en mi-temps thérapeutique. Bah voilà, il faut juste laisser du temps et c'est à l'entreprise de s'adapter et il n'y a pas de problème. Enfin, on revient après. Et si on est moins performant au début, c'est pas grave en fait. Oui, parce que ça nous ramène finalement à ce que vous disiez. Vous n'avez pas choisi d'avoir un cancer. Ah ouais, on n'a pas choisi. Et c'est vraiment pour moi aux entreprises de s'adapter. Après, il y a des choses qui sont faites, mais c'est quand même compliqué. Enfin, moi, j'étais en CDD. Le dialogue entre mon entreprise et la Sécu, c'était un enfer. Donc, il y a des mois et des mois où j'ai pas été payée. Si on n'a pas de ressources d'aide de ses parents ou de ses proches, je sais, enfin, il y a des situations qui sont vraiment catastrophiques.
D'ailleurs, il y a des grosses associations comme la Ligue contre le cancer qui peuvent aider hein, dans ces cas-là. Heureusement qu'il y a des structures comme ça, mais ça peut être très compliqué. Mais en tout cas, pour ce qui est de la reprise du travail, je comprends que ce soit si on s'est arrêté, parce qu'il y a des femmes, je ne sais pas comment elles font, mais elles ne s'arrêtent pas. Euh, si on s'est arrêté, d'être aussi bienveillant sur la reprise. Donc, je comprends qu'on ait envie de reprendre, parce que c'est vrai que moi, j'ai eu un peu ce choc, c'est-à-dire que le lundi matin, on va dire, j'étais au travail, j'ai mon rendez-vous avec ma chirurgienne après la biopsie le lundi après-midi. Le mardi, je vais changer complètement de statut, mais personne n'est au courant. Et une semaine plus tard, je vais être opérée, en fait. Donc, je vais être en arrêt de travail et c'est hyper brutal. C'est quasiment du jour au lendemain. On passe de salarié, voilà, on est dans son entreprise, on est comme tout le monde, à non, en fait, je vais être en arrêt de travail. Je ne sais pas précisément pendant combien de temps. Donc, pour tout ça, il faut un accompagnement. Je sais qu'il y a des choses qui sont faites on avance. Mais en tout cas, du côté patiente et patient, essayer de se mettre le moins la pression possible sur la reprise après cancer. Encore une fois, si c'est possible, parce qu'il y a enfin, voilà, il y a des situations financières qui sont complexes. Mais en tout cas, si on peut, de prendre le maximum de temps pour reprendre dans les meilleures conditions, en fait. Sophie Hoffman, je rappelle que vous êtes journaliste et que vous réalisez une série de podcasts sur votre propre expérience, hein. On en dira peut-être quelques mots à la fin de cette émission. Je reviens sur ce retour à la vie professionnelle. Vous avez parlé notamment de l'aspect économique. Célia Charpentier, c'est vrai que si la Sécu ne suit pas, s'il n'y a pas de salaire, s'il y a peut-être une baisse même de salaire pour une mauvaise raison, euh, là encore, c'est une difficulté supplémentaire. Et la personne peut avoir l'impression de ne jamais s'en sortir. Elle a eu les soins, le retour à sa vie personnelle. Tout est compliqué. Le retour à la vie professionnelle, c'est une succession de problèmes, Célia Charpentier. Oui, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a les grosses entreprises avec des belles directions des ressources humaines sont quand même plus avancées que forcément des petites entreprises avec moins de moyens, etc. Mais c'est pas simple le retour après la maladie. Pour le cancer, par exemple, une femme sur deux ne reprend pas le travail un an après l'arrêt des traitements. Vous voyez, donc c'est pas si simple. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut déculpabiliser, parce que ça veut dire qu'il y a une femme sur cinq qui n'y arrive pas. Et puis après, c'est vrai que moi, dans mon enquête, j'ai interviewé pas mal de personnes qui se sont retrouvées mises au placard. Enfin, c'est pas qu'une légende. Et effectivement, c'est une co-responsabilité, c'est surtout une ignorance parce que les employeurs, ils savent pas comment faire. Donc, il faut mettre en place des programmes pour l'arrivée en fait des salariés après leur retour d'une maladie de longue durée. C'est pas toujours le cas. Et donc, il y a tellement de tabous que les gens se parlent pas. Et puis bon, là, Sophie, c'est formidable qu'elle ait pu faire son retour à temps partiel. Et ça, c'est une des premières recommandations, c'est de ne pas reprendre à temps plein parce que forcément, ça va être très, très difficile. Parce que déjà, il y a cette sensation, alors là, c'est une phrase que j'entends très souvent, c'est que le problème, c'est que la personne, elle est partie 9 mois ou 12 mois vivre un enfer, et puis elle revient, et puis rien n'a changé à son travail. C'est à peine si on lui dit bonjour parce que les gens, ils sont dans leur quotidien et qu'ils ne se rendent pas compte. Chaque personne qui n'a pas vécu un cancer de près ou de loin, soit dans son entourage proche, soit lui-même, ne sait pas ce que ça représente en fait. Donc c'est genre, ah salut, t'es revenu. Et la personne, elle a fait un effort gigantesque pour être là. Et Et c'est on lui dit, banalisé. Alors, c'est banalisé. une question, comment faut se comporter? Parce que peut-être aussi que la personne banalise pour éviter d'aborder trop un sujet qui lui semble délicat, ou est-ce que vous pensez que c'est le regard sur le cancer qui est pas vraiment bienveillant? Comment on peut analyser ces comportements par rapport à la personne qui revient au travail et qui est accueillie peut-être un peu froidement, c'est ce que vous avez l'air de dire. Il y a un manque de dialogue. Et il y a un manque de dialogue parce que les gens ne sont pas formés, ne sont pas suffisamment sensibilisés et donc ils n'osent pas en parler. Donc moi, c'est vrai que ça, c'est une chose que je fais dans certains programmes.
Mais déjà, on demande à la personne ce dont elle a besoin. Il faut que le manager soit en capacité de lui poser tout simplement la question. Et puis la question, voilà, est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que tu veux pas qu'on en parle? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que je peux te redonner tes dossiers? Comment on fait? Enfin, vous voyez, mais tout ça, souvent, c'est mis sous silence. Et Ça puis s'appelle après, la il y a, bienveillance. Ça s'appelle la bienveillance. oui, mais le tabou, la peur empêche. Vous voyez, c'est pas par, généralement, il y a pas de mauvaise intention derrière ça. Il y a simplement une paralysie de la communication. Et vous, Célia, vous, Sophie, au retour au travail, comment vous accueillez ces personnes qui vous font face et qui vous apercevez qu'elles n'ont pas envie d'en parler ou au contraire qui essaient de vous en parler? Comment vous percevez ça, Bah, Célia? Sophie, alors Sophie. oui, pardon. Quand les personnes viennent vers nous, quand on revient de congé maladie, c'est ça, hein? Oui, oui, bien sûr. Ouais, Oui. ouais, ouais. Bah, en fait, il y a un peu tous les exemples. Il y a des mouvements de recul. Il y a des gens qui n'ont même pas remarqué. Moi, on m'a dit, ah, super, ta coupe courte, ça te va hyper bien. Bon, ça m'a fait rire. Mais je me suis dit, si la personne savait pourquoi j'ai les cheveux très courts, elle serait sûrement très mal à l'aise. Mais je pense que justement, il y a un gros malaise, en fait. Les gens ne savent Mm. pas comment s'y prendre. Je pense qu'il faut être ouais, le plus bienveillant possible en se disant bon, bah, cette personne, elle a traversé une épreuve qui est pas facile, je ne sais pas comment m'y prendre, mais peut-être, voilà, en disant est-ce que tu veux qu'on fasse un point sur les dossiers en cours, sur ce qui s'est passé? Je pense que déjà de ne pas perdre le lien pendant le congé, pendant les traitements, ça c'est aussi hyper important d'aller en fait à son rythme d'envoyer des messages sans forcément attendre de réponse, en disant bah voilà, je pense à toi. On a encore eu des concombres dégorgés à la cantine, tu auras été contente. Enfin, des trucs en fait qui maintiennent vraiment le lien qu'il y avait, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment une rupture avec le travail qui est violente, qu'on n'a pas choisi, qu'on n'a pas demandé. Donc voilà, d'essayer de faire en sorte que ce soit le plus naturel, le plus bienveillant possible, sans forcer, sans s'imposer, mais dire voilà, je pense à toi régulièrement. Enfin, ça coûte rien, ça demande pas de réponse, ça pose pas de questions parce qu'on n'a pas forcément envie d'expliquer ces traitements à tout le monde. Il y a parfois des curiosités un petit peu mal placées, et ce qu'on peut entendre évidemment, hein, mais voilà, de dire qu'on est là si besoin. On peut proposer aussi d'aller boire un café. C'est pas parce qu'on est en traitement que on fait rien. Enfin, justement, garder ce lien au maximum pendant les traitements, je pense que ça aide sur l'après et sur le retour. Et après, quand vous avez donc repris le travail, est-ce que c'est important de vous fixer un objectif professionnel, voire de développer un projet professionnel, peut-être nouveau d'ailleurs? Est-ce que ça fait partie de votre bien-être, du retour au bien-être? Bah, il faut se fixer, enfin, il faut suivre ses envies et selon ce qu'on peut faire aussi. C'est sûr que moi, c'était particulier parce que j'avais ce projet de podcast qui était en fait tout le long des traitements. J'ai enregistré et je l'ai publié 1 an plus tard. Donc, c'était vraiment j'ai fait quelque chose de productif pendant mon congé maladie, mais parce que j'en avais la possibilité et l'envie. S'il se passe rien et qu'on revient au travail et qu'on n'a pas de projet derrière et qu'on continue, ça c'est très bien aussi en fait. Enfin, c'est vraiment. Mais souvent il y a des changements aussi d'orientation parce que ça, on se dit bah peut-être c'est le moyen le moment de faire le point, de se dire bah peut-être que ce poste-là ça me convient pas vraiment. On a envie de faire quelque chose qui est plus proche bah, de nos envies, justement, quoi. Donc, je pense qu'il faut s'écouter et pas céder à la pression sociale et autour. Et voilà. Si on fait quelque chose, c'est très bien. Et si on reste comme on était, et ben, c'est très bien aussi. Célia, projet, pas projet, envie de tout casser ou envie d'avoir un petit boulot tranquille, c'est chacun sa perception des choses, c'est ça? Oui, c'est vraiment important de pas chercher à généraliser ça parce que
Voilà, il y a des personnes qui vont mettre, moi j'ai dit 2 ans de fatigue, mais encore plus d'années. Il y a des personnes qui vont être très traumatisées en fonction de comment ça s'est passé, des circonstances et puis aussi peut-être de leur vie, jusqu'ici. Il y a des personnes qui vont tout changer radicalement. Il y a plein de voilà, il y a plein de gens qui d'un coup ont une espèce de révélation, changent de vie, changent de lieu d'habitation, de métier, mais mais l'essentiel, c'est d'être bien avec soi et surtout de pas se comparer. Ouais, parce que moi, c'est vrai que ça me fait un petit peu peur quand j'ai notamment des patientes qui me disent: «Ah, mais oui, mais un tel, elle a fait ci, elle a fait ça». Mais enfin, oui, Oui, mais Sophie Hoffman a fait des podcasts, par voilà, exemple. Sophie Hoffman a fait des podcasts, mais c'est formidable parce que Sophie est Voilà, incroyable, mais tant mieux Et pour tout le elle, monde ne peut pas faire des effectivement. podcasts. c'est ça, chacun son métier et ses Effectivement, envies. effectivement. Mmh. C'était une porte de sortie pour moi aussi. Enfin, je veux dire, c'était ma façon Qui vous a aidé, de Sophie. lutter. Oui, c'était ma façon de lutter, d'être. Enfin, voilà, Mais c'est pas. Il y a effectivement zéro comparaison. Il n'y a pas de vérité On absolue. s'occupe de soi et c'est bien déjà. Voilà. Donc, Oui. Célia, ce que vous conseillez, c'est de suivre son chemin, suivre son idée. Et vous l'avez dit, hein, la pression sociale, allez, on la laisse aux autres, en tout cas, on la met de côté et on avance vers où on a envie d'avancer. Oui, c'est ça. Et puis là, je vois un témoignage dans la conversation de quelqu'un qui dit qu'elle est assistante maternelle, que reprendre à temps partiel, c'est quand même pas évident, qu'elles se sont perdues. Et moi, je comprends tout à fait. C'est des moments où, justement, ça dépend des métiers, ça dépend. C'est facile à dire, la reprise à temps partiel, mais il y a des structures qui ne le permettent pas vraiment. Et donc, moi, le seul conseil, c'est vraiment de se rapprocher des associations, d'aller demander de l'aide, en fait. La vraie problématique de l'après-cancer, c'est la solitude, hein. C'est-à-dire que plus vous êtes dans le mouvement, dans aller demander, aller vous renseigner, aller dans les communautés, dans les associations, et plus sans doute on aura des réponses et des idées, en fait. Parce qu'effectivement, il y a voilà, où on n'a pas parlé des personnes qui sont pas salariées, mais qui sont indépendantes. C'est encore une autre complexité, hein, parce souvent, il y a vraiment une précarité financière. Donc chaque cas est unique. Ne vous comparez pas, mais au contraire, demandez de l'aide. Mmh. Alors, vous êtes nombreux à nous suivre et c'est bien parce que les propos de Célia et Sophie, j'espère que ça va aider toutes les personnes qui sont confrontées à un cancer parce que voilà, on a donné des chiffres quand même importants et ça touche beaucoup de monde. Il n'y a pas de questions précises, mais il y a des commentaires, hein, vous l'avez dit, donc ça veut dire quand même que votre propos concerne tout le monde. Si on doit retenir, parce que ça va bientôt faire 1 heure qu'on est ensemble, vous voyez comment ça passe vite, si on doit retenir allez, quelques mots de tous nos échanges là. Ce serait quoi? Célia Charpentier, j'ai entendu parler de ne pas se culpabiliser, de laisser la pression sociale de côté, de faire un peu ce qu'on veut, mais au-delà de tout ça, Célia Charpentier. Déjà faire confiance au temps, c'est-à-dire que l'humain se régénère, la vie, comment dire, la joie revient toujours. Donc après, après chaque expérience difficile, il y a toujours autre chose derrière. Vous voyez, moi j'aimais bien dans l'idée du traitement du cancer, il y a un début, un milieu et une fin. Et après, il y a encore autre chose. Donc faites confiance à ça, faites confiance au rythme, n'essayez pas d'aller plus vite que ce que votre corps vous indique. Écoutez-vous et puis, oui, la vie n'est pas facile tous les jours, mais chaque jour, il y a des belles choses à voir. Donc il faut se raccrocher au bon, hein. C'est vrai que moi, je suis pour les 3 kiffs par jour. Vous voyez, les 3 de voir des belles choses chaque jour et y compris pendant un traitement, y compris après, y compris quand si on est dans une dépression post-traitement, eh bien, se raccrocher au bon. Il faut réentraîner le cerveau à voir des jolies choses. Est-ce que c'est ce qu'on entend parfois? Est-ce que c'est vrai que après une telle maladie, on voit la vie un peu autrement et on n'a plus envie de se laisser embêter par un certain nombre de choses qui nous pourrissent parfois un peu notre quotidien et que on sait vraiment où aller? C'est vrai, Célia, ça? Mais il y a quelque chose où effectivement les gens peuvent s'affirmer un peu plus parce que, bah, ils se disent: «Ça va quoi, c'est bon, j'ai eu suffisamment de Ça veut dire qu'on galères, maintenant relativise je un peu, décide quoi. quoi». Ouais, on relativise et on sait ce qui est important et ce qui n'est pas important, c'est ça?
Ouais, oui, de toute façon, ça apporte un nouveau regard sur la vie. C'est pour ça que c'est un peu étrange, mais c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui disent oui, le cancer m'a changé, enfin presque en bien. Il y a même des gens qui vont jusqu'à dire que ça leur a transformé leur vie de manière positive. Oui, c'est un peu provocateur parce qu'évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde. Mais il y a de cet ordre-là, oui, c'est une nouvelle vie ensuite, en fait. Hein, autre chose. Sophie Hoffman, vous confirmez, je vois, vous êtes en train de faire Oui, oui. ouais, c'est vrai que le côté, des fois, moi je me le dis, hein, quand il y a des rendez-vous importants, voilà, qui peuvent être stressants au niveau professionnel, ou je prends 2 minutes et je me dis, attends, tu as quand même fait 16 chimiothérapies, tout ce que tu as vécu, je pense que là, tu vas y arriver, en fait. Donc il y a une espèce de peut-être, ouais, moi je dirais que ça m'a permis de mieux m'affirmer, de me dire, bah voilà, j'ai traversé ça, c'est une épreuve, on s'en est relevé, enfin, même s'il y a des rechutes, enfin voilà, c'est des choses difficiles qu'on traverse. Après, il n'y a pas de perdant hein, face au cancer, ça c'est une certitude, on perd jamais son combat. C'est la maladie qui comment dire, qui progresse ou qui est arrêté, mais il n'y a pas de, enfin voilà, il n'y a pas de perdant face au Oui, c'est une cancer, maladie qui prend le dessus, même mais si ça se passe mal. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais oui, ça peut changer la vision, tout à fait. et donc finalement, allez, on va presque terminer là-dessus, voir la vie de plus belle manière, c'est ça? Bah, autrement, en tout cas, de se dire, si j'ai traversé ça, je pense que je suis capable voilà, de traverser des épreuves. Après, ça peut être aussi, il y a un côté où ça peut être, on se dit, bon, j'ai quand même traversé ça, j'ai pas eu de chance. Oui. Mais d'en faire, oui, c'est sûr que c'est une force par rapport à quelqu'un et tant mieux pour cette personne qui l'aurait pas traversé. C'est sûr que ça nous permet aussi d'apprendre sur soi et peut-être de renforcer ce côté je prends soin de moi et je fais de moi une priorité. Et c'est pas de l'égoïsme, hein, loin de là. Justement, en matière de santé des femmes, enfin, les femmes sont très, 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 très fortes pour s'occuper de la santé des autres, des conjoints, des pères, des frères, des enfants. Mais elles passent toujours en dernier et ça, il faut que ça change. Enfin, c'est vraiment, vous n'êtes pas égoïste si vous vous occupez de votre santé. Il faut faire les examens réguliers de tout. En fait, il n'y a que ça qui fera que c'est comme une voiture, en fait, au final. Enfin, il y a des contrôles techniques réguliers. On le fait parce qu'on est obligé par la loi. Bah, il faudrait peut-être une loi de la santé qui oblige à faire des dépistages réguliers. Et pareil, Augmenter le nombre de dépistages, qui est quand même encore trop faible. oui, mais c'est comme le dépistage du cancer colorectal. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'invasif dans ce dépistage les taux de participation sont ultra faibles. Et moi, ça me rend dingue parce que le cancer du colorectal, si c'est pris à temps, c'est vraiment un des cancers qui se soigne le mieux, en fait. Donc, quand j'entends que ça a dégénéré, après, il y a des cas, je ne suis pas médecin, évidemment, hein, mais dans la plupart des cas, ça peut être pris à temps. Donc, saisissons en fait cette chance de la prévention. C'est vraiment pas partout le cas. Donc, saisissons cette chance. Voilà un joli leitmotiv. Il nous reste 2 petites minutes. Sophie Hoffman en a parlé plusieurs fois de vos podcasts. Allez, là, maintenant, il faut détailler un peu ça quand même. Allez-y. Eh bien, tous les épisodes sont disponibles voilà, à l'écoute sur toutes les plateformes de podcast. Donc, c'est vraiment l'idée de me suivre du début des traitements à la fin sur des épisodes très, très courts qui ont été enregistrés sur le vif. Donc, au moment où je vivais les choses. Et voilà, il n'y a pas de. J'ai fait attention à ce que ce soit pas choquant, voilà, que ça fasse pas peur parce que j'ai un peu voulu faire le podcast que moi j'aurais pu écouter. Voilà, dans ma famille, il y a eu des tragédies hein, côté cancer, donc c'est pas quelque chose vers quoi je serais allée pour écouter des podcasts. Mais voilà, ça peut être une ressource aussi d'information, des petits tips. Et ça a créé une petite communauté aussi. Il est encore écouté aujourd'hui, donc
il y a certaines femmes à qui ça fait du bien, donc j'en suis plus que ravie. Alors, le lien pour suivre vos podcasts vient d'être diffusé là sur le chat, hein. Vous pouvez retrouver tout ça, tous les liens, tout ce qui vous concerne, tous les conseils que vous pouvez recevoir. Un dernier mot, il nous reste encore quelques secondes. Sophie Hoffman, j'ai vraiment envie de vous poser cette question-là parce qu'on en a parlé avant. Vous nous avez dit, s'il y a un épisode qu'il faut suivre, c'est le 112. Déjà, ça veut dire qu'il y a plus de 100, il y en a plus Oui, d'une il y en a centaine 200, il y en a 200, donc là, c'est quand mais même ils sont très énorme. courts. Pourquoi le 112? Alors le 112, l'épisode 112, il s'appelle l'amortissage parce que c'était au moment où je terminais la chimiothérapie, qui est vraiment une grosse partie des traitements, qui a été pour moi la partie la plus lourde. Et en fait, je m'étais fait cette réflexion. À ce moment-là, j'avais perdu mes cils, qui était vraiment un sujet très important pour moi, la perte des cils. Et d'ailleurs, juste petit message comme ça change pas tellement le regard de ne pas avoir de cils. Et ça repousse. Et en fait, il y avait cette idée de c'est la fin des injections. Donc vraiment, c'est l'idée de la libération attendue. Mais j'ai eu un peu un choc en me disant, mais non, c'est pas si simple en fait. C'est vraiment très progressif. Et je pense qu'il faut l'avoir en tête. Moi, j'avais toujours besoin de voir ce qu'il y avait après. Bon, c'est les tempéraments anxieux, ils aiment bien savoir ce qu'il y a après, sauf qu'on ne sait jamais. Euh, Oui, Mais Célia confirme, hein, je la vois. oui, oui, voilà, c'est ça. C'est comme la canicule, on a du mal à voir la fin. Là, on la voit à peu près, mais et du coup, voilà, c'était ce constat un peu que ces fin des injections n'étaient pas forcément synonyme de libération totale, quoi. Bon, votre 112e podcast, c'est celui-là, mais on peut aller écouter les autres, hein. Il y en a Tout 200, à alors fait. il y a de quoi faire. Merci beaucoup, en tout cas, Sophie Hoffman. Merci beaucoup, Célia Charpentier. On a passé, Bien. malgré la gravité du sujet, parce que ne l'ignorons pas, on a passé un très bon moment en votre compagnie et avec CCMO Mutuel, en partenariat avec MOA, on a pu, voilà, pendant 1 heure, organiser et tenir ce webinaire qui, je l'espère, vous apportera des réponses à vos questions. Elles sont multiples et on ne peut pas tout expliquer en 1 heure. Mais en tout cas, j'espère qu'on a bien avancé avec vous deux. Merci encore et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci, à Merci bientôt. beaucoup et on reste disponible en tout cas si besoin. Oui, sur les réseaux, n'hésitez pas. Merci et un dernier mot en replay. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce webinaire, hein. J'avais oublié de le dire sur la page YouTube de CCMO Mutuel, bien sûr. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.